Délibéré du procès de l'ancien président de l'APECAM, Bakary Togola est co-accusé et écope de 5 ans de prison ferme et une amende de 10 millions de francs CFA chacun. Le Parlement sénégalais est invité le jeudi prochain pour voter la suppression ou non de 2 grandes institutions. Vous saurez lesquelles dans quelques instants. Le comité olympique du Mali a animé une conférence de presse ce mardi matin. L'objectif était de faire le bilan de la participation malienne aux Jeux olympiques de Paris 2024. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. L'affaire Bakary Togola, ou la ristourne des cotonculteurs, a connu son épilogue ce mardi 27 août 2024. C'est ainsi que la Cour a condamné le principal accusé et 4 de ses 11 co-accusés à 5 ans de prison ferme. Les détails de ce dernier jour d'audience avec Djeneba Samaki. Ces dossiers étaient les plus attendus de cette nouvelle session de la Cour d'assises. Bakary Togola et 4 de ses co-accusés, dont Seydou Koulibaly, Drissa Traoré, Solobamadi Keïta et Tchass Koulibaly, ont été condamnés à 5 ans de prison ferme et au paiement d'une amende de 10 millions de francs CFA chacun. Les amendes sont dues à la justice. Ces demandes sont payées, mais la Confédération s'est constituée partie civile. Donc pour le désagrément dont la Confédération a souffert de cela. Donc ils ont estimé à un certain montant, environ à 7 milliards et quelques. Donc ils ont condamné effectivement ceux qui ont été reconnus coupables de cela au paiement de ce montant-là. Donc la peine d'amende est à côté, c'est une peine qui ressort effectivement de... Ça rentre dans... C'est pas à payer directement à la partie civile, mais c'est à l'État qu'on paye les amendes. Mais maintenant, les condamnations civiles, ça c'est uniquement pour ceux-là qui se sont constitués partie civile. Donc cette condamnation, elle leur est due. Mais seulement, ils avaient demandé en plus des désagréments qu'ils ont subis, également des dommages et intérêts. La Cour n'a pas fait droit à cette demande de dommages et intérêts. Il faut noter que 6 des 11 accusés ont été acquittés. Ils étaient tous poursuivis pour atteinte au bien public. Mais ce matin, à l'ouverture de la séance, la Cour a tranché sur cette question, ce qui a conduit donc à la requalification de la poursuite à atteinte aux biens sociaux, jugeant que le fonds de la Confédération CMDT n'est pas un bien public. Mais puisqu'il s'agit d'une atteinte à ces biens-là, donc c'est une société coopérative. Donc il s'agit plutôt d'atteinte aux biens sociaux. Et c'est sur la base de cette infraction-là qu'ils ont écopé de cette condamnation. Ceux qui ont été reconnus coupables de cela, bien entendu. Et Bakary, qui a été condamné en même temps que 4 autres personnes, ils sont 5, ils ont déjà passé un certain nombre d'années en prison. Parce que l'affaire a commencé depuis 2019. 2019 jusqu'au jugement en 2022, ils étaient en prison. Donc ce temps passé en prison est déjà pris en compte. Donc ils vont peut-être rester en prison pour 1 ou 2 ans et la peine sera consommée. Les avocats ont décidé de faire un pourvoi. Le 14 août dernier, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré une urgence de santé publique de portée internationale face à la multiplication de cas de Mpox. Cependant, vu le nombre de cas confirmés en Côte d'Ivoire voisin, les doutes et la peur se font ressentir au sein des populations de Sikasso, malgré qu'aucun cas ne soit signalé pour l'instant. La variole du singe est à nos portes. Si aucun cas n'est encore énoncé sur le territoire national, l'épidémie s'est déjà signalée dans certains pays limitrophes. 28 cas sont enregistrés en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que le danger est imminent et que les populations de la zone frontalière sont exposées. En effet, il s'agit d'une maladie dont la contagion est très facile. Selon les explications de l'Organisation mondiale de la santé OMS, elle peut être contractée en cas de contact étroit avec un malade. En réponse à cette crise sanitaire, le ministère de la Santé sous la direction du colonel Hassan Badjalo Touré a intensifié ses efforts en matière de surveillance épidémiologique à l'échelle nationale. Les structures sanitaires à travers tous les pays ont été mises en alerte. L'épidémie de la variole du singe suscite la panique à Sikasso. Joint au téléphone, le 5e adjoint du maire de la commune urbaine, Hamzata Diarra, soutiendra qu'aucun cas n'est enregistré à ce jour dans la cité d'Ikenedougou. Entre panique et protection, les Sikassois appellent aux autorités à déployer des mesures sanitaires nécessaires afin d'éviter tout cas de contamination dans la région. La propagation de l'épidémie peut se faire en un temps record en raison de la mobilité entre les frontières. Les populations entre les différents pays sont en permanence en contact pour diverses activités. Face à l'imminence de l'épidémie de la variole du singe, il y a urgence d'agir. Le mal est là et si rien n'est fait,
Le Mali court un risque d'épidémie incontrôlable. L'on peut déjà se mettre à l'abri pour éviter cette maladie en ayant une bonne hygiène personnelle et d'éviter tout contact avec les animaux susceptibles d'être infectés. Il importe aussi de se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon, éviter de toucher les animaux malades et utiliser des équipements de protection individuelle lorsqu'on prend soin des personnes ou des animaux malades. Il n'existe à cette date aucun traitement spécifique contre la variole du singe. L'Assemblée nationale du Sénégal est convoquée ce jeudi 29 août en session extraordinaire par le président Bassirou Diomaye Faye. Objectif à valider ou non les dispositions de l'article 63 de la Constitution du pays pour valider la suppression de 2 grandes institutions du pays annoncées par le président Aminata Keïta. Il s'agit du Conseil économique, social et environnemental et le Haut Conseil des collectivités territoriales. Ces 2 institutions vont disparaître sous peu, une décision prise par le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye hier lundi 26 août. À ce titre, le chef de l'État sénégalais convoque les députés pour une session extraordinaire de l'Assemblée nationale le jeudi 29 août. Cette convocation a été formalisée par un décret transmis au président de l'Assemblée nationale, marquant le début d'un processus législatif crucial pour l'avenir institutionnel du Sénégal. L'idée est l'examen d'un projet de loi de modification de la Constitution aux fins de la dissolution de ces 2 institutions. Toute la question est de savoir si le président Faye obtiendra une majorité parmi les députés pour faire adopter la modification de la Constitution dans le sens voulu. Cette décision du président Bassirou Diomaye Faye s'inscrit dans le cadre de ses engagements de campagne présidentielle où il avait promis simplifier l'organisation institutionnelle du pays. Reste maintenant à savoir si la majorité Benno Bokk Yakaar qui contrôle l'Assemblée nationale jusque-là acceptera de suivre les nouvelles autorités et d'accepter la dissolution d'institutions dont elle est partie prenante sous le magistère du président Macky Sall. Pour beaucoup de Sénégalais, ces 10 institutions devraient être dissoutes dès l'arrivée au pouvoir des nouvelles autorités. Une dissolution qui n'a pas été possible au vu de certaines contraintes politiques majeures, dont le rapport des forces à l'Assemblée nationale. Or, la majorité présidentielle est minoritaire au sein de cette dernière institution. L'exécutif y dispose théoriquement de 81 députés contre 82 députés pour l'opposition. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, avait déjà dissous la Commission nationale de dialogue des territoires CNDT, dont les ressources, biens et meubles, etc. étaient transférées au secrétaire général de la présidence de la République. En tout cas, dans le projet qui a été depuis lors brandi par le PASTEF, la suppression des institutions dites budgétivores comme le CFE et le HCCT figuraient comme solution dans la vision du duo Diomaye-Sonko. À savoir qu'au Sénégal, le Haut Conseil des collectivités territoriales avait été établi pour favoriser la décentralisation et le développement local. Quant au Conseil économique, social et environnemental, il joue un rôle consultatif sur les politiques publiques, économiques, sociales et environnementales. En bref, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez entame ce mardi 27 août 2024 une visite de 3 jours en Mauritanie, en Gambie et au Sénégal, 3 pays concernés par l'immigration clandestine via les îles Canaries. Presque chaque jour, les gardes-côtes espagnols sauvent un bateau transportant des dizaines de migrants africains vers ces îles. Le Premier ministre espagnol tente donc d'endiguer ces départs massifs à travers sa visite dans ces 3 pays. Les Jeux paralympiques de Paris 2024 s'annoncent comme un événement historique et inspirant, réunissant des athlètes du monde entier pour célébrer l'excellence sportive et la résilience humaine. Avec une participation record de 305 athlètes africains représentant 39 pays, ces Jeux mettent en lumière la diversité et les talents du continent africain. Parmi eux, des athlètes maliens se préparent à briller sur la scène internationale. Un commentaire d'Ibrahim Babi. Les Jeux paralympiques de Paris 2024 marquent une étape importante pour le continent africain. Avec 305 athlètes provenant de 39 pays, l'Afrique est prête à briller sur la scène internationale. Cependant, cette participation est en baisse de 29% par rapport aux Jeux de Tokyo 2020-2021. Les pays du Maghreb, notamment l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, ainsi que l'Égypte, dominent la délégation africaine. L'Algérie, avec 26 athlètes, se classe parmi les 5 premières délégations africaines. Ces nations riches d'une longue tradition dans l'handisport espèrent ajouter de nouvelles victoires à leur palmarès. C'est les mentalités de Rouat Lili de la Tunisie, 6 fois médailleux d'or en lancer de poids. Asdin Nouiri du Maroc, double champion paralympique en lancer de poids, et Safia Djellal de l'Algérie, plusieurs fois médaillée en javelot et lancer de poids. Le Mali, bien que moins représenté, envoie des athlètes déterminés à ces Jeux paralympiques de Paris 2024,
dont Moussa Diarra en athlétisme, un sprinter talentueux qui a déjà fait ses preuves sur la scène internationale. Fatoumata Coulibaly au lancer de poids, connu pour sa force et sa technique impeccable. Et entre autres, Amadou Traoré en basketball en fauteuil roulant, un joueur clé de l'équipe nationale de basketball en fauteuil roulant. Nantenin Keïta, la fille de l'illustre artiste malien Salif Keïta, para-athlète et franco-malienne, a été choisie avec Alexis Akinghant pour mener la délégation française lors de la cérémonie d'ouverture du mercredi 28 août 2024 sur la place de la Concorde et les Champs-Élysées. Les Jeux paralympiques de Paris 2024 promettent d'être un événement mémorable pour les athlètes africains et ont la chance d'y participer. Justement, en prélude à ces Jeux paralympiques qui débutent demain mercredi 27 août à Paris, le comité olympique du Mali était face à la presse pour faire le point sur la situation des athlètes maliens. Occasion également pour faire le bilan de la participation malienne aux Jeux olympiques derniers. Assetoumani Coulibaly. Les bourses olympiques Paris 2024, le processus de qualification, la participation du Mali aux Jeux de Paris 2024, le budget établi pour la compétition, le point sur les missions de la délégation du comité olympique sont là les sujets qui ont meublé cette conférence de presse. Pour qu'un athlète soit à un certain niveau, il faut qu'il y ait des championnats dignes de ce nom. Et c'est fort de ces championnats dignes de ce nom, lorsque vous avez des champions, que ceux-ci iront au niveau sous-régional. Et s'ils sont bons au niveau sous-régional, ils iront au niveau de toute la région, je veux dire l'Afrique, au niveau africain. S'ils sont bons au niveau africain, on peut les choisir pour qu'ils peuvent prétendre faire quelque chose au niveau mondial. Comprenez que s'ils sont bons au niveau mondial, pendant 3 années, ça veut dire que la 4e année, ils peuvent prétendre faire quelque chose au niveau des Jeux olympiques. Et c'est très important. La marche, elle est très longue et ça demande beaucoup d'implications. Ce fut aussi l'occasion pour les conférenciers de faire le bilan financier du comité olympique. Avait élaboré un projet de budget d'un montant de 420 253 400 francs CFA et transmis au département des sports par courrier. Nous avons appris à travers beaucoup de médias que pour la participation du Mali, que le CNO aurait dû présenter un budget de 782 millions. Nous avons appris, parce que nous n'avons pas reçu de courrier, que le Trésor a payé 360 600 000 francs CFA. Sur les 360 millions, le comité n'a reçu que 93 millions, je dis bien 93 921 633. Si nous faisons un petit calcul, il est resté au niveau du département des sports un montant de 266 millions. Tous les regards sont désormais orientés vers les Jeux paralympiques avec le Mali qui est représenté par 2 athlètes. Il s'agit de Kouroutoumou Coulibaly qui compétira dans 2 disciplines, soit le disque et le javelot. Samba Coulibaly fera son entrée en lice le 1er septembre pour les 100 mètres. Selon les informations, les athlètes sont déjà sur place avec leur encadrement technique et leurs médecins. Et c'est ce qui referme ce 1945. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir à tous et à demain.